La plupart des gens ne changent pas. Ils vieillissent, simplement. Ils se convainquent que grandir, c'est accumuler des responsabilités, des dépenses et des routines de plus en plus coûteuses, et ils se résignent à voir les jours s'empiler sans laisser de traces sur leur caractère. Il y a une vérité inconfortable derrière cette résignation. Chaque année que tu laisses passer sans entraîner ta volonté, ta confiance et ta discipline, tu mets plus de cadenas à cette version de toi qui aurait pu se transformer. Il ne s'agit pas de talent ni de temps libre. Il s'agit de choisir, avec froideur et sans excuse, un seul hobby qui fonctionne comme ton propre terrain d'entraînement privé. Un seul. Pas pour te divertir, mais pour te forger. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui survivent réside dans la capacité à s'engager dans une pratique, jour après jour, même lorsque personne n'applaudit et qu'il n'y a pas de résultats immédiats. Le stoïcisme l'a clairement dit, la seule chose sous ton contrôle est ton effort, pas le résultat. Tu peux perdre des mois à attendre la motivation ou le moment parfait, mais aucun ne viendra. La véritable transformation se construit avec des décisions inconfortables et des actes répétés quand tu as le moins envie. Tu n'as pas besoin d'un changement de vie. Tu as besoin d'une structure, d'un mécanisme qui t'oblige à te répondre à toi-même. La discipline ne se hérite pas, elle s'entraîne. La confiance non plus, elle se construit dans le silence quand tu choisis de ne pas abandonner. Arrête de chercher l'activité parfaite, choisis-en une, engage-toi et laisse la constance faire le reste. Arrête de te distraire et commence à t'entraîner. Aujourd'hui. 1. Choisissez un seul loisir et engagez-vous. La plupart des gens ne s'améliorent pas. Ils se cachent simplement derrière des excuses bien rodées et des loisirs qui ne les mettent pas au défi. C'est la vérité inconfortable. Ce que vous appelez intérêt est souvent juste un masque pour la paresse. Vous avancez en âge, mais pas en caractère. Vous vous convainquez que vous changerez quand vous aurez le temps, l'énergie ou l'inspiration. Mais ce que vous faites, c'est reporter ce que vous savez douloureux. Choisir quelque chose de difficile, vous engager et supporter le poids de l'inconfort réel. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de négocier avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations, ni de motivation, ni d'un autre tutoriel. Ce qui vous manque, c'est la décision. Choisir un seul loisir sérieux et s'y engager pendant 6 mois est plus transformateur que n'importe quel discours de motivation. Car cela vous oblige à faire face à vos propres limites, à vos propres pièges mentaux, à la résistance intérieure que vous avez nourrie pendant des années. Vous ne trouverez pas de discipline en passant d'une activité à l'autre selon votre humeur. La discipline se forme lorsque vous refusez d'abandonner au 3e, 4e ou 10e jour, quand il n'y a plus de nouveautés ni d'applaudissements, juste vous, votre fatigue et la tentation de revenir à ce qui est confortable. Il y a des gens qui cherchent des raccourcis, qui collectionnent les loisirs comme si cela était un signe de richesse personnelle, mais rien de tout cela ne change votre structure interne. La multiplicité n'est qu'une dispersion élégante. Si vous voulez des résultats réels, vous devez construire une routine qui fait mal, qui met en lumière votre manque de constance et qui, par la force de la répétition, forge votre caractère là où cela vous coûte le plus. Choisissez-en un. Boxe, écriture, haltérophilie, calisthénie, échecs, peu importe, mais un seul. Vous n'avez pas besoin de variété, vous avez besoin de profondeur. Et la profondeur ne s'acquiert qu'en supportant l'ennui, la frustration et la lenteur du véritable progrès. Beaucoup craignent l'engagement car cela implique de rendre des comptes. Si vous choisissez un seul loisir et que vous le maintenez, vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'excuse du manque de temps ou de l'excès d'options. Là se révèle le véritable ennemi, votre incapacité à soutenir l'effort lorsqu'il n'y a pas de gratification immédiate. Mais c'est justement ce que vous devez entraîner. L'autodiscipline ne se développe pas en choisissant ce qui est facile, mais en maintenant ce qui est difficile jusqu'à ce que la résistance devienne une habitude. L'inconfort est votre meilleur maître. Si vous fuyez cela, vous vous condamnez à une vie tiède, à mi-chemin entre ce que vous rêvez et ce que vous craignez. Si vous l'affrontez chaque séance, chaque jour sans abandonner,
est un investissement émotionnel qui se multiplie. Il y a une différence énorme entre se divertir et se transformer. Le divertissement est une dette. Chaque heure que vous passez dans des distractions est du temps que vous volez à votre version la plus forte. La transformation, en revanche, est un investissement. Elle exige que vous échouiez, que vous fassiez des erreurs, que vous ressentiez le poids de la médiocrité, et pourtant que vous reveniez le lendemain. Vous ne changerez pas avec des promesses, vous changerez avec l'entraînement. Vous devez arrêter de vous demander si c'est le bon moment et commencer à agir comme si vous n'aviez pas d'autre option. Rendez-le inconfortable, rendez-le difficile, rendez-le constant. Engagez-vous dans ce qui vous met mal à l'aise. Ce sera le muscle qui vous sépare des autres. Personne ne peut forger votre caractère à votre place. C'est votre responsabilité. Et cela commence lorsque vous choisissez une bonne fois pour toutes d'arrêter de sauter et de commencer à creuser profondément. 2. Transformez la pratique quotidienne en discipline. Vous vous retrouvez dans la même routine. Le réveil sonne, vous éteignez l'alarme, vous vous promettez que c'est aujourd'hui que vous allez commencer. Vous vous asseyez devant l'ordinateur, laissez le café de côté, et vous vous dites qu'après le travail, vous allez consacrer une demi-heure à ce hobby que vous avez juré de prendre au sérieux. Vous le répétez mentalement pendant que vous consultez vos emails, pendant que vous répondez à des messages, pendant que vous pensez à tout ce que vous devriez être en train de faire. Mais quand vient le moment réel, quand la journée s'éteint et qu'il ne reste que vous et la décision d'agir, l'énergie semble s'être évaporée. Le dialogue silencieux surgit, cette négociation interne qui finit toujours de la même manière. Aujourd'hui ne compte pas, demain, oui. Et ainsi, l'engagement se dilue dans de petites excuses, dans ce piège mental qui vous fait voir la discipline comme un sacrifice impossible au lieu de ce qu'elle est vraiment, une pratique quotidienne, inconfortable, qui n'a pas besoin d'enthousiasme, juste de décision. L'esprit cherche des raccourcis. C'est la première chose que vous devez accepter. Chaque jour, votre cerveau va essayer de vous convaincre que ce n'est pas grave, si vous remettez à plus tard, que, un jour de plus, sans accomplir ne change rien. Mais c'est le mensonge le plus coûteux. L'habitude ne se crée ni avec un grand élan de motivation, ni avec de bonnes intentions isolées. Elle se construit dans la répétition quotidienne, surtout quand vous en avez le moins envie. La discipline n'est pas un trait magique, c'est le résultat de vous traîner à tenir votre parole même si vous n'en avez pas envie, même si vous vous sentez lent, maladroit ou médiocre. La pratique quotidienne est un rendez-vous avec vous-même où l'on mesure vraiment combien valent vos promesses internes. Et cette valeur se forge justement dans les mauvais jours, car les jours faciles n'enseignent rien. La plupart des gens ne réalisent pas que la discipline commence bien avant l'action visible. Elle apparaît dans les microsecondes où vous décidez si vous suivez la routine ou si vous vous donnez la permission d'échouer. Elle apparaît lorsque vous vous demandez à quel point votre parole vous importe, lorsque vous cessez de vous justifier et vous exposez à l'ennui de commencer une nouvelle session, même si vous vous sentez bloqué. L'esprit, par défaut, va chercher un soulagement, se distraire, procrastiner, rationaliser l'abandon. Si vous vous laissez emporter par cette inertie, vous finissez par renforcer le mauvais muscle, celui de l'autosatisfaction et de l'auto-illusion. Mais chaque fois que vous choisissez de pratiquer, même si votre effort est minime, vous envoyez un signal différent. C'est moi qui commande, pas mon état d'esprit. La discipline, c'est faire ce qui est nécessaire, même si personne ne regarde. C'est l'une des lignes qui sépare ceux qui transforment leur caractère de ceux qui ne collectionnent que des intentions. Il y a un mécanisme subtil que vous devez apprendre à identifier. L'esprit déteste l'inconfort et se spécialise dans sa minimisation. Des pensées apparaissent comme « ça ne sert à rien »,« je n'avance pas »,« c'est trop peu pour compter ». Mais c'est là que la pratique quotidienne devient discipline, car elle implique d'ignorer le besoin de ressentir des résultats immédiats et de se concentrer uniquement sur la constance. Votre valeur ne se mesure pas à l'intensité d'un seul jour, mais à la quantité de jours pendant lesquels vous pouvez maintenir une action simple, même lorsque la motivation disparaît.
La confiance authentique naît de l'accomplissement dans le petit, de l'entraînement à ne pas négocier avec la faiblesse, de la capacité à supporter la lenteur sans fuir. La véritable force est la capacité de continuer même sans envie. Là, dans cet espace inconfortable, la pratique cesse d'être simplement une activité et devient discipline, une structure interne qui résiste à l'épreuve du temps et à la marée des excuses. 3. Entraîne ton caractère, pas seulement tes compétences. Il y a une vérité inconfortable qui ressemble à une petite trahison chaque fois que je l'admets. La plupart de mes compétences, à elles seules, n'ont pas changé ce que je suis. J'ai appris des techniques, accumulé des réussites symboliques, mais au fond, le même schéma mental persistait. Facilité à briller quand c'est facile, tendance à abandonner ou à me justifier lorsque le processus devient rude, répétitif, ingrat. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'avais confondu progrès technique et évolution personnelle. Je savais plus, je faisais plus, mais je continuais à esquiver ce qui pèse vraiment. Entraîner le caractère. Ce n'est pas agréable de regarder cela en face. Les compétences peuvent être une armure très élégante pour cacher que ma capacité à soutenir l'effort, à affronter l'ennui, à continuer quand tout devient difficile, restait faible. Apprendre à programmer, lire plus vite, mieux parler en public, tout cela impressionne en surface. Mais aucun accomplissement extérieur ne te prépare au moment où la motivation disparaît et où il ne reste que ta capacité à résister. Si tu examines avec honnêteté la séquence de tes intérêts, tu verras qu'à chaque fois que tu maîtrises les bases de quelque chose, ton esprit cherche la prochaine stimulation. Le schéma est clair. Au début, curiosité et illusion. Ensuite, l'inconfort de la stagnation. Puis, l'abandon déguisé en « je suis en train d'explorer ». Ainsi, tu ne développes jamais de profondeur. Tu te remplis de compétences fonctionnelles, mais le caractère reste immature, sans la résistance ni la solidité qui ne se forgent que lorsque tu persistes malgré l'inconfort. L'erreur est de penser que les compétences te donnent de la valeur par elles-mêmes. En réalité, ce ne sont que des outils. Si ton caractère est fragile, tu les abandonnes dès qu'elles pèsent. Ce que tu es pèse plus que ce que tu sais faire. Et c'est ce que presque personne ne te dit. Tu peux être habile, même talentueux, mais si ton caractère se brise face à la frustration, tout ce que tu sais devient ornement, pas transformation. Entraîner le caractère implique de changer la logique avec laquelle tu abordes chaque pratique. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer techniquement, mais d'utiliser chaque session comme une occasion de renforcer ta capacité à résister à l'ennui, au doute, à la tentation de procrastiner. Lorsque tu choisis un hobby transformateur et que tu le maintiens, tu ne t'entraînes plus seulement tes mains ou ton intellect. Tu commences à entraîner la partie de toi qui décide de ne pas abandonner lorsque personne ne te regarde. La différence est abyssale. L'apprentissage superficiel te permet d'impressionner, mais la pratique profonde te forge. Ce processus est inconfortable précisément parce qu'il n'y a pas de raccourci. Tu dois rester dans l'ennui, regarder en face ton envie de fuir, résister à l'auto-négociation qui essaie de te convaincre que aujourd'hui n'a pas d'importance. Chaque fois que tu privilégies le caractère sur la compétence, tu investis dans quelque chose qui ne s'oxyde pas avec le temps. C'est la base sur laquelle tout le reste repose. Une personne disciplinée peut apprendre n'importe quoi, car elle ne dépend plus de la force de l'enthousiasme, mais de la solidité de son engagement. La plupart investissent des heures à améliorer des techniques, mais peu font le travail intérieur d'entraîner la tolérance à la frustration, l'humilité de répéter les bases, l'honnêteté brutale d'accepter que ce qui est difficile n'est pas l'extérieur, mais la fatigue et la résistance interne. Le caractère est la capacité de continuer quand personne n'applaudit. Il y a ceux qui passent leur vie à chercher une validation externe, mais la véritable croissance se produit dans la solitude inconfortable de la pratique soutenue. Alors, lorsque tu choisis ton hobby, ne pense pas seulement à ce que tu vas apprendre à faire, mais à la structure interne que tu vas renforcer. Demande-toi, quelle est la fracture de caractère que tu dois réparer?
quelle est la résistance que tu évites depuis des années et utilise cette pratique comme un gymnase psychologique. Si tu maintiens 6 mois de discipline, tu ne vas pas seulement améliorer une compétence, tu vas transformer la façon dont tu fais face à tout ce qui fait mal et pèse dans ta vie. Personne ne se souvient de ton CV de hobby, mais tout le monde se souvient du type de caractère que tu as cultivé lorsque personne ne t'obligeait à continuer. La différence se joue dans la profondeur, pas dans l'éclat. Entraîne ton caractère, pas seulement tes compétences. C'est ce qui te soutient vraiment quand tout le reste échoue. 4. Utilise le loisir comme champ de transformation. Tu avances sur un escalator qui monte très lentement. Autour de toi, les gens restent immobiles, regardant leur téléphone ou les bras croisés, attendant que le mouvement extérieur les mène à un autre niveau presque sans effort. Mais il y a une différence subtile. Certains, en silence, décident de marcher à contre-courant du rythme lent de la machine, montent une marche, une autre, et chaque pas devient plus difficile car tout le système est conçu pour que tu restes immobile. C'est ainsi qu'on utilise un loisir comme champ de transformation. Ce n'est pas seulement du divertissement ni une pause dans la routine, mais aller à contre-courant de ta programmation quotidienne, te forçant à avancer quand tout t'invite à l'inertie. Tu choisis la boxe et à chaque coup porté, tu ressens le poids réel de ton manque de précision, de ton anxiété, de la fatigue que tu ne peux pas dissimuler quand il n'y a ni musique ni public. Tu prends l'écriture et en te confrontant à la page blanche, chaque ligne est un combat visible avec tes pensées dispersées, avec la voix intérieure qui exige de la perfection, avec l'inconfort de voir tes limites exposées dans des mots maladroits. Tu soulèves des poids et le métal froid ne négocie pas. Il met en évidence la faiblesse de ton corps et plus encore, la facilité avec laquelle ton esprit cherche des excuses pour s'arrêter. Il n'y a pas de filtre, pas de masque, juste toi et la résistance que tu dois surmonter. Ce qui est véritablement transformateur dans cette approche réside dans les détails que presque personne ne voit. Ce moment où tu fermes les poings pour essayer à nouveau un tour de plus, même si tu sens le tremblement dans tes bras. La façon dont tu prends une grande respiration avant d'écrire la phrase que tu crains le plus, sachant que personne ne va te féliciter pour t'être assis aujourd'hui. La sueur qui te parcourt le dos alors que tu soutiens le dernier effort, sans témoin ni applaudissements. Juste la certitude que le muscle de la discipline se renforce en silence. Utiliser le loisir comme champ de transformation signifie que chaque session est une négociation avec la fatigue, un investissement émotionnel qui ne se traduit pas par une gratification immédiate, mais qui accumule un capital invisible. La confiance que tu peux soutenir l'effort, la tranquillité de savoir que tu ne fuis pas ce qui est difficile, la contenance de celui qui a appris à résister à l'inconfort sans drame. La constance est plus précieuse que le talent. C'est une vérité que tu ne comprends que lorsque tu traverses la routine quotidienne et que tu découvres que la clé n'est pas ce que tu accomplis, mais ce que tu supportes. Cette pratique t'oblige à reconnaître les pièges de ton esprit, la tendance à sauter lorsque l'ennui apparaît, l'impulsion de chercher une nouvelle stimulation parce que cela te permet d'éviter de voir ton propre manque de profondeur. Si tu choisis un seul loisir et que tu en fais ton champ d'entraînement, ce que tu travailles n'est pas la compétence en soi, mais la manière dont tu fais face à tes propres excuses, à la paresse qui se déguise en sophistication, au désir de reconnaissance rapide. Jour après jour, les gestes deviennent des rituels, les gants ajustés, le carnet ouvert, la barre de fer dans les mains. Chacun de ces détails est un rendez-vous privé avec ta volonté, un rappel physique que le caractère ne s'hérite pas et ne s'improvise pas. Il se forge dans les répétitions inconfortables que personne ne veut soutenir. Le véritable changement est inconfortable et silencieux. Tu n'as pas besoin de variété, tu as besoin de profondeur. Lorsque tu utilises le loisir comme champ de transformation, tu cesses d'attendre des résultats externes et commences à valoriser la croissance interne invisible, celle qui ne se remarque que lorsque tu regardes en arrière et reconnais que tu n'es plus la même personne qui évitait l'effort.
Il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles compétences pour impressionner les autres, mais d'entraîner la partie de toi capable de résister à la tentation d'abandonner. C'est le seul capital qui ne se perd jamais. 5. Remplacez les distractions par un entraînement intentionnel. Chaque heure de distraction est une dette que vous imposez à votre avenir. C'est aussi simple que cela, aussi brutal. Vous vous mentez en disant que vous avez besoin de vous détendre, de réinitialiser l'esprit, de vous perdre un moment dans des vidéos, des jeux ou des réseaux sociaux, parce que la vie est dure et que vous méritez une pause. Mais la vérité est autre. Chaque minute que vous offrez à l'évasion est du temps volé à la seule personne qui pourrait changer votre histoire. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un excès de concession. Et le prix, c'est vous qui le payez, pas demain, mais dès aujourd'hui. Car chaque distraction affaiblit le muscle de la décision et vous entraîne à fuir chaque fois que quelque chose vous dérange. Ne vous trompez pas, la plupart ne sont pas distraits par accident. C'est un choix répété, jusqu'à ce qu'il devienne une identité. Si vous ne coupez pas ce cycle, vous devenez le genre de personne qui vit avec un agenda rempli de rien. C'est ici que vous devez être impitoyable avec vous-même. Vous n'êtes pas victime de vos habitudes. Vous êtes l'architecte de votre dispersion. Si vous voulez vraiment transformer votre vie, il ne suffit pas d'essayer de laisser les distractions de côté. Vous devez les remplacer à la racine et les substituer par un entraînement intentionnel. Vous voulez ressentir un changement réel? Alors arrêtez de donner vos meilleures heures à la dopamine bon marché et changez l'équation. Chaque fois que vous ressentez l'envie de vous perdre dans le facile, choisissez à la place la pratique inconfortable, délibérée, répétée. Il ne s'agit pas de diaboliser les loisirs, mais de cesser de les utiliser comme excuse pour ne pas affronter ce que vous savez que vous devez construire. La différence entre celui qui s'améliore et celui qui stagne est simple. L'un transforme le temps mort en investissement, l'autre en fuite. Peu importe combien de tutoriels vous regardez sur la productivité, ni combien de livres vous surlignez sur les habitudes. Tant que vous continuez à utiliser les distractions comme des analgésiques pour votre inconfort, tout progrès sera superficiel et réversible. La seule façon de changer la structure interne de votre caractère est de la soumettre jour après jour au rigorisme de la pratique consciente. C'est là que la plupart échouent. Ils veulent des résultats sans payer le prix de l'attention soutenue. Mais la vie ne récompense pas les dispersés. Si vous ne pouvez pas contrôler votre concentration, peu importe votre talent, vous allez vous briser face à la première difficulté sérieuse. La différence entre un amateur et quelqu'un qui se transforme est que ce dernier sait que chaque moment d'entraînement est une déclaration de guerre contre l'auto-tromperie. Là où vous mettez votre attention, là croît votre pouvoir. C'est la ligne qui sépare ceux qui progressent de ceux qui répètent leurs excuses avec des mots plus sophistiqués. La prochaine fois que vous ressentirez la tentation de vous perdre dans le trivial, comprenez que ce n'est pas juste une petite décision, c'est une micro-trahison à votre version la plus forte. Choisissez, même si cela coûte, même si cela fait mal, même si cela semble insignifiant. C'est cela l'entraînement réel. Remplacez l'impulsion automatique de distraction par la pratique délibérée qui dérange et exige. N'attendez pas de vous sentir prêt, n'attendez pas d'avoir le moral. La discipline se construit juste lorsque vous vous traînez à accomplir même sans envie. Si vous tolérez que vos journées soient remplies de distractions, vous devenez expert en échouer en silence. Si vous remplacez l'évasion par un entraînement intentionnel, chaque session compte, chaque répétition compte, chaque jour devient un investissement qui ne se dévalue pas. L'avenir ne se négocie pas. Soit vous le construisez, soit vous le perdez. Choisissez de cesser de vous distraire et commencez à vous entraîner vraiment. Personne ne le fera à votre place. 6. La confiance grandit avec la constance silencieuse. La confiance n'est pas une émotion spontanée ni un cadeau qui tombe du ciel. C'est le résultat inévitable de la constance que personne ne voit. C'est la vérité inconfortable. Beaucoup attendent de ressentir de la sécurité avant d'agir, cherchent des signes extérieurs, une approbation, un moment parfait.
Mais la véritable confiance se construit dans l'arrière-boutique, lors de jours gris et répétitifs où personne ne vous regarde. Ce n'est pas une sensation qui apparaît après un accomplissement, mais une conséquence directe de maintenir une pratique, de se tenir à ses engagements même lorsque la fatigue pèse et que la motivation s'est évaporée. Nous vivons dans une culture qui valorise le coup d'éclat, le changement soudain, le succès rapide. Mais ce qui transforme vraiment, c'est l'accumulation silencieuse de petits engagements honorés en privé. La confiance grandit lorsque vous tenez vos promesses dans la solitude. C'est ce que presque personne ne vous dit, parce que cela ne se vend pas. Ce n'est pas accrocheur. Cela ne peut pas être montré sur les réseaux comme un trophée. Mais là se trouve la racine de tout changement réel. Ce processus est beaucoup moins romantique que vous ne l'imaginez. Il n'y a pas de feu d'artifice, ni de avant-après clair. Il y a des nuits où vous doutez même de votre but, des jours où votre cerveau vous offre des raisons parfaites d'abandonner, des souvenirs de promesses brisées qui pèsent comme un sac à dos invisible. C'est ici que la plupart échouent. Ils croient que la confiance se renforce avec de jolis mots ou des visualisations, alors qu'en réalité, elle se forge en traversant l'inconfort, en soutenant l'effort dans les moments les plus anodins. Chaque fois que vous choisissez de pratiquer même si vous n'en avez pas envie, chaque fois que vous affrontez la résistance au lieu de la négocier, vous renforcez une structure interne qui, peu à peu, devient incassable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition. C'est la somme de micro-décisions que presque personne ne remarque, mais que vous savez exister. À l'intérieur se loge une certitude silencieuse. Vous êtes capable de supporter le poids de votre choix. Confondre confiance et estime de soi est l'une des erreurs les plus coûteuses que vous puissiez commettre. L'estime de soi fluctue avec vos émotions, dépend de la validation, est fragile face à la critique. La confiance construite à partir de la constance est beaucoup plus solide, car elle n'a pas besoin que les choses se passent bien pour exister. Elle repose sur le souvenir de tout ce que vous avez déjà soutenu quand il était plus facile d'abandonner. C'est pourquoi, lorsque vous maintenez un hobby transformateur pendant des semaines et des mois, la compétence que vous développez va au-delà de la technique. C'est une capacité à faire confiance à votre parole, à savoir que même si aujourd'hui c'est douloureux, demain vous recommencerez. La confiance est l'empreinte laissée par la constance. C'est une marque profonde, pas un ornement superficiel. Le conflit interne apparaît lorsque vous sentez que la pratique ne porte pas ses fruits, lorsque le progrès est lent et que tout semble stagner. Mais là se cache le piège. Votre esprit cherche des preuves immédiates pour justifier l'effort. Si elle ne les trouve pas, elle vous murmure d'arrêter. Le mécanisme est ancien, une défense contre la douleur de la frustration. Ce qui différencie ceux qui avancent de ceux qui restent au même endroit, c'est la capacité à se maintenir sans certitude, à pratiquer même s'il n'y a pas de garantie. C'est le véritable entraînement, supporter le vide du doute et continuer, une séance de plus, une fois de plus. Vous n'avez pas besoin de vous sentir en sécurité, vous devez agir avec constance. La sécurité viendra après comme conséquence, non comme condition préalable. En regardant en arrière, vous vous rendrez compte que la confiance authentique ne s'est pas construite lors des jours faciles, ni dans les moments d'applaudissement, mais lors de ces journées où vous ne comptiez que sur vous-même et avez décidé de ne pas négocier avec votre engagement. C'est ce qui vous prépare à des défis plus grands, à supporter des pertes, des rejets, des échecs. N'attendez pas de vous sentir prêt. Rendez-vous digne de confiance en vous, maintenant lorsque personne n'attend rien de vous. Être fiable pour soi-même est le premier grand accomplissement. Le reste se construit sur cette base. 7. Ne collectionnez pas les hobbies. Approfondissez-en un. Vous rentrez chez vous après une journée normale. Vous laissez les clés. Vérifiez votre téléphone. Ouvrez le réfrigérateur juste pour le refermer immédiatement. Et vous vous asseyez sur le canapé. Vous regardez l'horloge. Il reste encore du temps avant de dormir. Une douzaine d'options tournent dans votre tête. Vous pourriez regarder une série, lire quelques minutes, peut-être pratiquer la guitare, étudier un peu l'anglais, jouer à un jeu en ligne ou avancer ce cours que vous repoussez depuis des mois. Le menu est vaste,
presque infini, mais la sensation est toujours la même. Aucune de ces activités ne vous exige vraiment. Aucune ne semble avoir suffisamment de poids pour faire bouger quelque chose en vous. Là, juste à ce carrefour trivial entre le confort et la dispersion, se décide bien plus que ce qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement du loisir. C'est le moment où vous choisissez entre approfondir ou continuer à survoler la vie en surface. Si vous analysez ce qui se passe, il est évident que la multiplicité des options n'est qu'un piège déguisé en liberté. Le cerveau interprète la variété comme une opportunité, mais en réalité, c'est un mécanisme d'évasion. Passer d'un hobby à un autre évite l'engagement réel, vous permet de vous sentir actif sans supporter l'inconfort de la profondeur. Apprendre les bases de nombreuses choses soulage la peur de rester en arrière, vous donne l'illusion de progrès et d'une identité flexible, mais au fond, vous savez qu'il n'y a pas de véritable transformation. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le temps libre, c'est la structure de votre caractère. Lorsque vous n'approfondissez pas, vous renforcez l'habitude d'abandonner dès que la nouveauté disparaît. Le coût accumulé est dévastateur. Vous devenez quelqu'un qui sait commencer mais pas terminer. Quelqu'un qui comprend des concepts mais ne les incarne jamais. La dispersion est le luxe de ceux qui ne veulent pas changer. Cette phrase marque la différence entre se divertir et évoluer. Approfondir un seul hobby pendant 6 mois oblige à exposer tous vos mécanismes mentaux. Vous ne pouvez plus cacher le manque de constance derrière la variété, ni justifier l'abandon avec l'excuse que vous vous êtes ennuyé et avez besoin de quelque chose de nouveau. Le processus est inconfortable, car il confronte 2 systèmes opposés. Celui de la gratification immédiate, qui recherche le plaisir facile et la reconnaissance rapide, et celui de la véritable discipline, qui exige d'investir de l'attention, du temps et de tolérer la lenteur du progrès. Si vous choisissez de vous engager dans une seule pratique, vous commencez à remarquer comment toutes les résistances émergent. Fatigue, frustration, autocritique, envie de passer à autre chose dès que les premiers obstacles apparaissent. Mais quelque chose de bien plus précieux apparaît également. La capacité de vous maintenir, de répéter, de supporter l'inconfort sans négocier. La clé est de comprendre que la profondeur ne se mesure pas par la compétence que vous développez, mais par la transformation interne que vous subissez en restant constant. Un seul hobby peut suffire à vous forger, tant que vous l'utilisez comme un entraînement de votre volonté. Ce n'est pas la boxe, l'écriture ou les échecs qui importent, mais le fait de revenir chaque jour, avec ou sans envie, prêt à traverser la résistance interne. La constance répétée est la seule chose qui transforme une activité triviale en un processus d'amélioration personnelle. Passer d'un intérêt à un autre ne renforce que la partie de vous qui fuit ce qui est difficile. Choisissez-en un et rendez-le inconfortable. C'est la véritable stratégie pour changer. La carte mentale est claire. Variété égale dispersion, profondeur égale transformation. Si vous vous analysez avec honnêteté, vous découvrirez que ce qui vous empêche le plus de grandir n'est pas le manque de talent, mais l'incapacité à rester dans l'inconfort, le temps nécessaire pour que votre caractère s'adapte. C'est pourquoi cesser de collectionner des hobbies est un acte de maturité brutale. Cela signifie renoncer au plaisir superficiel de la nouveauté et parier, jour après jour, sur l'inconfort qui façonne. Vous n'avez pas besoin d'ajouter plus d'activités. Vous devez creuser là où ça fait mal. C'est le seul véritable progrès. 8. Agis aujourd'hui, n'attends pas le moment parfait. Il y a des jours où je me retrouve paralysé, observant l'horloge avancer tout en cherchant n'importe quelle excuse pour remettre à plus tard ce que je sais que je devrais faire. Je me vois laver la vaisselle trop lentement, ranger des objets sur le bureau, vérifier mon téléphone sans vraiment attendre quoi que ce soit d'important. C'est comme si une partie de moi attendait un signe, un symptôme clair que, maintenant, c'est le bon moment pour commencer. Comme si la motivation allait entrer par la porte et me lever du fauteuil. Mais la réalité est bien plus crue. Le moment parfait n'arrive jamais. Et ce qui s'accumule, c'est une sensation amère de trahison envers soi-même, comme si chaque jour perdu pesait un peu plus sur le corps.
Cette attente passive devient une habitude invisible, une sorte de paralysie que l'on ressent dans les épaules, dans l'estomac, dans la respiration contenue. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est le poids de toutes les décisions que je n'ai pas prises. Je vois la lumière chaude de l'après-midi filtrée par la fenêtre, le café déjà froid à côté du clavier, le carnet ouvert et le stylo immobile. Chaque objet dans la scène semble être le témoin de mon indécision. Je bouge les mains, je me lève, je me rassois, je répète des gestes mécaniques. Si je m'arrête pour l'analyser, je remarque que ce qui me retient le plus n'est ni la fatigue ni le manque de temps, mais une sorte de superstition interne, la croyance absurde qu'il y aura un instant où tout se sentira aligné, où commencer sera facile et se fera sans résistance. Mais la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. Le temps s'échappe entre de petits reports et des gestes routiniers, et chaque jour où je remets à plus tard ce qui compte, je deviens un peu plus habile à négocier mon propre échec. Le problème, c'est que nous nous entraînons, sans nous en rendre compte, à attendre ce clic interne. Les muscles s'habituent à l'inertie. L'esprit devient expert dans la fabrication d'excuses subtiles, mieux demain, quand j'aurai moins de choses en tête, quand je ne serai pas si distrait. Mais ce demain ne se matérialise jamais, il ne fait qu'alourdir la dette interne. Ce qui fait la différence, ce n'est pas de trouver le moment idéal, mais de créer une rupture dans la routine, un coup sec à la passivité. L'action ne semble pas naturelle au début. En fait, elle fait souvent mal, comme quand tu te forces à sortir courir par temps froid ou à écrire quand les idées semblent stagnantes. Ces premières minutes sont une sorte de friction physique, le corps tendu, la mâchoire serrée, la respiration plus courte. Mais c'est là, dans ce malaise concret, que se séparent ceux qui agissent de ceux qui ne font que fantasmer sur le changement. Il n'y a pas de motivation qui survive au poids de l'attente. La seule chose qui brise le cycle, c'est de se mouvoir avant de se sentir prêt, d'exécuter l'action sans négocier avec son humeur, de s'asseoir pour pratiquer même si l'élan initial est nul. C'est inconfortable, oui, et le progrès semble lent, presque invisible pendant des semaines. Mais chaque jour où tu choisis d'agir, même mal, même en te sentant maladroit, tu accumules un investissement émotionnel que personne ne peut te prendre. Le présent est le seul véritable terrain d'entraînement. Si tu laisses passer, tu perds tout. Les mains tremblent moins avec le temps. L'esprit apprend à ignorer le bruit de la résistance. Et ce qui était autrefois une barrière insurmontable se réduit à une simple formalité. S'asseoir, commencer, continuer, vivre en attendant que tout se mette en place est la recette parfaite pour le stagnation. Personne ne va venir te donner la permission, personne ne va dégager le chemin pour toi. Le seul moment que tu as, c'est aujourd'hui, et ce que tu fais ou ne fais pas, tu vas le porter comme un poids sur le dos. Il n'existe pas de moment parfait, il n'existe que le moment présent. C'est la vérité inconfortable que tu dois apprendre à tolérer si tu veux vraiment changer. Ce que tu ne commences pas aujourd'hui, tu ne le commenceras probablement jamais. La différence ne se fait pas par le talent, ni même par la motivation, mais par la brutalité de l'honnêteté, de regarder ton indécision en face et d'agir malgré elle. L'avenir ne se construit pas avec des plans. Il se construit avec des gestes concrets, répétés, inconfortables. Et tout commence quand tu cesses d'attendre et que tu t'obliges à franchir la ligne, maintenant, même si ça fait mal, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne sais pas si ça va servir. L'action est le seul véritable antidote contre la paralysie. Le reste n'est que décoration. La plupart des gens ne changent pas parce qu'ils se sont habitués à vivre endormis. Ils répètent des routines qu'ils n'ont jamais choisies, se réveillent sans but, mangent par anxiété, s'épuisent sans avoir rien fait et abandonnent, même avant d'essayer. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie semble vide, pourquoi ils portent une frustration qui ne disparaît pas, même s'ils se remplissent de bruit, de distractions ou d'excuses. La transformation personnelle n'est pas de la magie, c'est un acte de guerre. Et comme toute guerre, elle exige de la stratégie, de la décision et du caractère.
Personne ne viendra te sauver. Personne ne fera le travail à ta place. Mais si tu décides de prendre le contrôle de ta vie, si tu arrêtes d'attendre le moment idéal et que tu commences à agir dès maintenant, tout peut changer. Pas immédiatement, mais certainement de l'intérieur. Ce n'est pas une recette de développement personnel vide. C'est une reconstruction profonde. Esprit, émotion et habitude. Tout est connecté, tout est entre tes mains. Ici, nous ne parlons pas d'idées agréables, nous parlons d'affirmations qui réveillent, d'habitudes simples mais puissantes, et d'une façon de voir la vie que les stoïciens enseignaient déjà il y a plus de 2000 ans. Parce qu'ils savaient ce que c'était que de tomber, de résister, de souffrir et de continuer à avancer. Je vais partager avec toi 8 pratiques réelles que tu peux commencer à appliquer aujourd'hui. Pas de promesses vides, des pratiques concrètes. Et si tu les fais partie de toi, si tu les transformes en actions constantes, alors je te garantis que tu vas commencer à penser différemment, à marcher avec une autre énergie et à vivre comme quelqu'un qui a finalement décidé de prendre les rênes. 1. Réveille-toi comme celui qui prend le contrôle. Se réveiller chaque jour devrait être comme lever l'ancre d'un bateau avant de se lancer en mer. Il n'y a pas d'attente, pas de doute, pas de distraction. Il n'y a que le moment de lâcher les chaînes et d'avancer. Mais la plupart se réveillent comme s'ils traînaient le poids de la nuit, comme si la vie était plus une condamnation qu'une opportunité. Ils restent à regarder le plafond, pris dans des pensées vides, se laissant emporter par le courant de l'inertie. Ce n'est pas vivre, c'est faire naufrage en vie. Si tu veux transformer ton existence, tu dois comprendre que le premier acte de chaque jour est un acte de pouvoir. Peu importe si le sommeil était lourd, si le corps fait mal, si l'esprit insiste pour retourner au passé ou pour anticiper des problèmes. La véritable bataille commence dès que tu ouvres les yeux. Cet instant définit beaucoup plus que tu ne le penses. Ce n'est pas un détail mineur, ce n'est pas quelque chose que tu peux continuer à laisser au pilote automatique. Chaque fois que tu repousses le réveil, chaque fois que tu cèdes à la paresse ou au dégoût, tu enseignes à ton esprit que tu n'as pas le contrôle, que tu es faible, que tu ne peux pas te faire confiance. Et ainsi, peu à peu, cette force intérieure dont tu as besoin pour construire un véritable changement s'érode. C'est pourquoi se réveiller comme celui qui prend le contrôle signifie décider qu'à partir de la première seconde de la journée, tu es maître de tes pensées, de tes émotions et de tes actions. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe si le monde extérieur reste aussi chaotique, ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire de ta vie aujourd'hui. Et ce choix commence avant même que tu poses un pied sur le sol. La philosophie stoïcienne l'a compris avec une brutalité claire. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son temps, écrivait pour lui-même « Quand tu te lèves le matin, dis-toi, je ferai face à l'ingratitude, à l'arrogance, à la trahison, mais je ne les laisserai pas me corrompre. » Il ne cherchait pas à se motiver par des mots vides. Il se préparait pour la bataille de la vie réelle, car il savait que chaque aube était une occasion de pratiquer le courage, la tempérance, la sagesse et la justice. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Adopter cette mentalité te change depuis le noyau. Au lieu de sortir dans le monde pour réagir à ce qu'on te jette, tu sors pour créer ta journée, pour définir ton chemin. Ta première pensée ne peut pas être une plainte, elle doit être une affirmation de pouvoir, quelque chose d'aussi simple que « Aujourd'hui, je m'appartiens, aujourd'hui, je décide comment vivre ». Ce n'est pas un rituel mystique, c'est un entraînement. Et comme tout entraînement, au début, ça coûtera. Mais chaque matin où tu vaincras cette voix faible qui veut repousser, chaque fois que tu te lèveras avec intention, même si tu n'en as pas envie, tu forgeras quelque chose que peu de gens ont, la maîtrise de soi. Il y aura des jours où la fatigue semblera gagner, des jours où la motivation ne se montrera nulle part. Et c'est justement là, quand tout semble aller contre toi, que tu devras te rappeler qui tu es et pourquoi tu te lèves. Tu n'es pas un spectateur dans cette vie. Tu n'es pas ici pour attendre que la journée te traite bien. Tu es ici pour prendre les rênes, pour t'imposer, pour construire même si ça fait mal. Se réveiller comme celui qui prend le contrôle n'est pas un acte romantique, c'est un acte de rébellion. C'est dire à la vie,
Aujourd'hui, tu ne me traînes pas. Aujourd'hui, tu ne me perds pas. Aujourd'hui, je décide. Et quand tu le fais jour après jour, sans excuse, sans négociation avec ton côté faible, alors oui, quelque chose commence vraiment à changer. Ton esprit te respecte, ton corps répond, et la vie, bien qu'elle continue à te lancer des défis, commence à céder devant ta volonté inébranlable. 2. Salue la journée avec la poitrine ouverte. Chaque matin est comme entrer dans un champ de bataille invisible. Tu ne vois pas les flèches, tu n'entends pas les tambours de guerre, mais ils sont là. Les soucis, les critiques, les peurs, les nouvelles, les frustrations des autres, tout fait partie du terrain que tu vas fouler. Si tu sors voûté, craintif, attendant de voir ce qui va se passer, la journée t'écrasera sans pitié. Mais si tu sors avec la poitrine ouverte, ferme, comme celui qui sait qu'aucun coup ne le fera fléchir, alors c'est le jour qui devra s'adapter à toi, pas l'inverse. La posture n'est pas un détail physique, c'est une déclaration d'intention. Dès l'instant où tu te lèves et ouvres la poitrine, tu dis au monde et à toi-même que tu ne seras pas une victime de plus. Tu choisis de t'exposer, de te montrer, de faire face à tout sans te cacher. Ce n'est pas un acte superficiel. C'est un geste de courage qui transforme ton énergie interne. Le corps et l'esprit sont connectés de manière plus profonde que nous le pensons. Si tu marches recroquevillé, enchaîné à la peur, ton esprit cherchera des raisons pour confirmer cette faiblesse. Si tu marches droit, en respirant profondément, en laissant l'air t'élargir de l'intérieur, alors ton esprit commencera à travailler pour soutenir cette force. Les stoïciens l'ont compris. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous y faisons face. Et cela commence par l'attitude interne avec laquelle tu salues la journée. Non pas avec ressentiment ou plainte, mais avec un courage qui n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. Saluer la journée avec la poitrine ouverte ne signifie pas ignorer les difficultés ni prétendre que tout va bien. Cela signifie regarder tout en face, sans fioriture, sans mensonge, et pourtant décider que tu vas avancer, que tu vas rester debout, même quand tout invite à tomber. Il y a quelque chose de puissant à commencer la journée avec cette mentalité. Cela te permet de te rappeler que tu n'es pas à la merci des imprévus, que ta paix ne dépend pas de la façon dont le monde s'est réveillé, mais de la façon dont tu t'es réveillé. Chaque respiration profonde, chaque pas ferme que tu fais dès le début de la journée est une affirmation silencieuse que tu es prêt à vivre de manière consciente. Et vivre consciemment n'est pas facile. Cela implique de porter tes responsabilités, d'affronter tes peurs, de soutenir tes décisions même si personne d'autre ne les comprend. Quand le premier réflexe du matin sera de regarder ton téléphone, de vérifier les réseaux sociaux, de te perdre dans des stimuli vides, rappelle-toi cette image. Toi au milieu du champ de bataille, avec la poitrine ouverte, respirant profondément, prêt non pas à recevoir des ordres, mais à dicter le rythme de ta vie. Tous les jours ne seront pas glorieux. Il y aura des moments où l'air semblera plus lourd, où la tentation de te recroqueviller sera presque irrésistible. Mais c'est justement là, à ce croisement entre la reddition et la fermeté, que se forgent ceux qui changent leur destin. Personne ne va construire ton courage pour toi. Personne ne va porter ton poids. Personne ne peut respirer pour toi. Saluer la journée avec la poitrine ouverte est un acte d'affirmation quotidienne, une façon de se rappeler que même si tu ne contrôles pas tout ce qui arrive, tu décides de l'attitude avec laquelle tu le reçois. Et cette attitude, petit à petit, façonne ton destin. Ne cherche pas de garantie que tout ira bien. Ne cherche pas le confort éternel. Cherche la force interne de celui qui sait qu'il peut résister et avancer, même lorsque la journée lui lance des pierres au lieu de fleurs. Cette force ne se donne pas. Elle se construit. Et elle commence chaque matin dans ce moment simple et brutal où tu choisis comment tu vas affronter tout cela. 3. Parle la langue de l'abondance. Chaque mot qui sort de ta bouche est comme une graine jetée au sol. Certaines tombent sur un sol fertile, d'autres sur un terrain aride, mais toutes, absolument toutes, créent le paysage de ta vie.
La plupart des gens sèment la pénurie sans s'en rendre compte. Ils se lèvent en disant « je ne peux pas, c'est difficile, c'est la vie ». Et chaque phrase est un ordre direct que leur esprit obéit. Parler la langue de l'abondance ne signifie pas répéter des phrases de motivation vides, c'est reconfigurer la façon dont tu interprètes et projettes ta réalité. Le langage façonne la perception, et la perception dirige l'action. Si tu répètes que tu n'as pas de chance, ton cerveau cessera de chercher des opportunités. Si tu répètes que tout va mal, ton attention se concentrera uniquement sur ce qui ne va pas. Mais si tu entraînes ton esprit à reconnaître ce qui est là, ce que tu peux faire, ce que tu construis, alors le monde commence à s'ouvrir devant toi. Non pas parce qu'il change magiquement, mais parce que ton focus change. Et avec lui, ta façon d'agir. Les stoïciens ne parlaient pas d'abondance comme nous l'entendons aujourd'hui, mais ils insistaient pour cultiver une attitude intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Épictète disait que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes, qui détermine ta vie. Et l'interprétation commence toujours par le langage. Tu ne peux pas espérer une vie riche si tu te parles comme quelqu'un qui manque de confiance, de vision, de force intérieure. Parler la langue de l'abondance, c'est affirmer clairement ce que tu es capable de faire, même quand tu n'as pas encore de preuves externes. C'est regarder ton présent et au lieu de dire « ça ne sert à rien », choisir de dire « c'est une partie du processus ». C'est arrêter d'utiliser des mots qui te diminuent, qui te réduisent, qui te sabotent de l'intérieur. Parce que chaque phrase que tu répètes sans réfléchir devient une croyance, et chaque croyance définit tes décisions. L'abondance ne se voit pas toujours dans le portefeuille. Souvent, elle commence dans la poitrine. C'est le sentiment que, malgré tout, tu as ce qu'il faut pour avancer. C'est reconnaître que tu peux construire quelque chose de différent avec ce que tu as aujourd'hui. Mais si tu parles à partir de la plainte, de la pénurie émotionnelle, du « je ne peux pas », tu finis par t'enfermer dans une prison de ton propre langage. Ta voix a du poids, même quand personne n'écoute. C'est pourquoi il est si important de faire attention à la façon dont tu te parles, aux mots que tu choisis pour décrire ta journée, tes objectifs, tes erreurs. Il ne s'agit pas de te mentir ou d'ignorer les problèmes, mais d'utiliser un langage qui te pousse à les résoudre plutôt qu'à t'y enfoncer. Dire « cela m'apprend quelque chose » est très différent de dire « cela m'arrive toujours ». L'un te renforce, l'autre te affaiblit. L'un te fait bouger, l'autre t'enferme. Quand tu apprends à parler à partir de la responsabilité, de la possibilité, de la détermination, tu deviens une personne avec un pouvoir interne difficile à briser. Et oui, il y aura des jours où une plainte ou un doute sortira de ta bouche. Mais c'est là que l'entraînement se fait sentir. Non pas en évitant de tomber, mais en te relevant rapidement, en corrigeant le cap, en transformant ton langage avant qu'il ne devienne une habitude. Parler la langue de l'abondance, c'est comprendre que ce que tu dis ne décrit pas seulement ton monde, il le crée. C'est arrêter d'attendre que les choses s'améliorent pour parler avec force et commencer à parler avec force pour que les choses s'améliorent. C'est une décision quotidienne, parfois difficile, mais profondément libératrice. Et celui qui la pratique petit à petit cesse de survivre et commence vraiment à vivre. 4. Brise les chaînes de la peur. La peur est comme une ombre qui apprend à marcher avec toi. Peu importe combien de lumière il y a autour de toi, si tu ne l'affrontes pas, elle trouve toujours le moyen de te murmurer à l'oreille, de te rappeler ce que tu pourrais perdre, ce que tu pourrais gâcher, ce que tu ne vas soi-disant pas réussir. Et quand tu ne fais rien, quand tu es paralysé, cette ombre grandit, devient plus forte, s'assoit avec toi pour manger, travailler, rêver, jusqu'à ce qu'elle te convainque peu à peu qu'il vaut mieux vivre dans une cage connue que de sortir à la conquête de l'inconnu. Briser les chaînes de la peur n'est pas un acte impulsif, c'est une décision courageuse que l'on prend plusieurs fois par jour. Parce que la peur ne disparaît pas complètement, elle ne disparaît pas parce que tu l'ignores, tu l'affrontes ou tu l'insultes. La peur se transforme, elle se déguise, elle s'adapte. Parfois,
Elle se présente comme de la prudence, d'autres fois comme de la logique, d'autres fois encore comme de l'inquiétude pour l'avenir. Mais derrière tous ces déguisements, il y a une voix qui te dit « Reste tranquille, n'essaie pas. Et si tu échoues ?» Et si tu l'écoutes une fois, la fois suivante, il sera plus difficile de bouger. Et quand tu t'en rends compte, des mois, voire des années ont passé, et tu vis en dessous de ce que tu pourrais être. La peur n'est pas ton ennemi, c'est un test. C'est le seuil qui se lève juste avant chaque véritable croissance. C'est cette barrière qui te dérange, qui te secoue, qui t'exige de choisir entre revenir en arrière ou avancer avec tout. Et c'est seulement en avançant que tu la brises. Ce n'est qu'en agissant lorsque le corps tremble que les chaînes s'affaiblissent. L'erreur est d'attendre que la peur disparaisse pour bouger. Cette attente peut durer toute une vie. Ce qui change les choses, c'est d'agir même quand tu as peur. Pas d'agir parce que tu n'as pas peur, mais malgré le fait qu'elle soit là. Les stoïciens le savaient bien. Ils ne demandaient pas une vie sans obstacles, ils demandaient du caractère pour les affronter. Ils savaient que la douleur, le rejet, la perte et l'incertitude font partie du jeu, et que vouloir les éviter ne fait que te rendre plus fragile. Briser les chaînes de la peur, c'est embrasser cette vérité. Rien de grand ne se construit dans le confort. Tout ce qui vaut la peine est de l'autre côté du risque. Il ne s'agit pas de faire des folies, ni de nier les dangers réels, il s'agit de regarder tes excuses en face et d'arrêter de te cacher derrière elles. Combien de fois as-tu dit que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas encore prêt, que peut-être plus tard? Et combien de ces fois c'était juste de la peur déguisée en logique? La peur te murmure qu'elle te protège, mais en réalité, elle ne fait que te limiter. Et chaque jour où tu l'écoutes est un jour de plus où tu repousses la vie que tu pourrais vivre. La liberté personnelle ne se trouve pas, elle se conquiert. Et le premier mur à abattre est celui que tu construis avec tes propres peurs. Peu importe si tu trembles en le faisant, peu importe si ta voix tremble ou si ton cœur bat la chamade, ce qui compte, c'est que tu fasses le premier pas. Un seul, puis un autre, puis encore un autre. Chaque petit acte de bravoure est un coup porté aux chaînes, et même si tu ne le remarques pas au début, il arrive un moment où elle se brise, et tu te rends compte que la porte a toujours été ouverte, mais que tu n'osais pas la franchir. Briser les chaînes de la peur, c'est reprendre ton pouvoir. C'est arrêter de négocier avec ton côté faible. C'est dire à la peur, tu peux venir, mais tu ne vas pas décider pour moi. Et quand cela devient ta façon de vivre, tout change. Parce que tu ne fuis plus, tu avances. 5. Crois comme si tu l'avais déjà accompli. Croire en toi-même est comme construire un pont dans le brouillard. Tu ne vois pas l'autre côté clairement, mais à chaque pas ferme, ce pont prend forme. Et l'erreur la plus courante est de rester à attendre que la certitude apparaisse, le signal parfait, la validation externe, comme si quelqu'un d'autre devait autoriser ton avancement. La vérité est que si tu ne crois pas avant de voir les résultats, tu n'arriveras jamais à les obtenir. Parce que la confiance ne se gagne pas avec des preuves externes. Elle se construit de l'intérieur, avec discipline, avec courage, avec une vision que personne d'autre n'a besoin de comprendre. Croire comme si tu l'avais déjà accompli ne signifie pas vivre dans un fantasme. Ce n'est pas te mentir ni te vendre de la fumée. C'est adopter une mentalité où tes actions, tes mots et ton attitude reflètent la détermination, même si tu n'as pas encore les trophées que d'autres considèrent comme preuve de succès. Parce que si tu attends d'avoir les résultats pour commencer à te sentir capable, tu arrives en retard. La véritable transformation se produit lorsque tu agis à partir d'une identité future, pas à partir de tes limitations actuelles. Si tu veux accomplir quelque chose de grand, tu dois commencer à te comporter comme la personne qui l'a déjà fait, pas comme celle qui doute tout le temps. Les stoïciens parlaient de vivre avec vertu, pas avec des attentes. Pour eux, la valeur d'une personne n'était pas dans ce qu'elle possédait, mais dans sa façon de penser, de parler, d'agir face aux épreuves. Et c'est là la clé.
Si tu penses comme quelqu'un de vaincu, si tu parles comme quelqu'un qui ne croit pas en lui, si tu agis comme quelqu'un qui se cache, peu importe ton talent ou combien d'opportunités se croisent sur ton chemin, tu vas te saboter encore et encore. En revanche, si tu commences à bouger avec détermination, si tu parles clairement, si tu soutiens ta vision avec force, même lorsque tu n'as pas de soutien, tu vas générer une énergie qui transforme ce qui t'entoure. Croire comme si tu l'avais déjà accompli est un entraînement quotidien. C'est te lever avec intention, c'est visualiser tes objectifs non pas comme des désirs lointains, mais comme des réalités en construction. C'est faire ton travail avec excellence, même si personne ne le voit encore. C'est avoir confiance en ton processus, même si d'autres en doutent. Parce que oui, la plupart ne comprendront pas. Ils diront que tu exagères, que tu rêves trop haut, que tu manques d'humilité. Mais ce qu'ils appellent arrogance est souvent juste de la détermination pure, et ce qu'ils appellent réalisme est, dans de nombreux cas, de la peur déguisée. Les gens qui réussissent n'ont pas de baguette magique. Ils ont de la conviction. Ils ont une vision si claire que même dans le chaos, ils continuent à avancer comme si tout faisait partie du plan. Et cette conviction ne naît pas du jour au lendemain. Elle se forge les jours où tout semble aller contre toi, quand rien ne se passe comme tu l'espérais et pourtant tu décides de continuer. C'est cette croyance qui construit des empires, pas celle qui dépend des applaudissements ou des résultats immédiats, mais celle qui se maintient dans l'obscurité quand personne ne regarde. Alors la prochaine fois que tu doutes, que tu te sens petit, que l'incertitude veut prendre le contrôle, respire profondément et rappelle-toi qui tu choisis d'être. Parle comme cette personne, marche comme cette personne, choisis comme cette personne. Parce que si tu répètes ce schéma tous les jours, il arrive un moment où tu arrêtes d'agir comme si tu l'avais déjà accompli. Et tu l'accomplis simplement. Parce que l'esprit est déjà convaincu, le corps s'est déjà adapté, et la vie, tôt ou tard, commence à céder à celui qui n'a jamais cessé de croire. 6. Fais d'une chose simple un miracle. La grandeur ne fait pas toujours du bruit. Parfois, c'est comme une goutte qui tombe sur une pierre jour après jour, jusqu'à ce qu'elle la brise, sans scandale, sans avertissement, juste avec constance. La plupart des gens cherchent des changements qui semblent épiques, des décisions dramatiques, des moments d'illumination instantanée. Mais la vérité est que la transformation réelle se produit dans l'invisible, dans le simple, dans ce que tu fais tous les jours quand personne ne te regarde. Faire d'une chose simple un miracle n'est pas une jolie phrase, c'est un style de vie. C'est comprendre que les détails quotidiens, si tu les fais avec attention et intention, ont plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Nous voulons tous des résultats extraordinaires, mais peu sont prêts à tomber amoureux de l'ordinaire. Bien manger, dormir suffisamment, s'entraîner avec discipline, organiser tes idées, prendre soin de tes paroles, garder tes espaces en ordre, tout cela semble basique, mais c'est ce qui soutient ton esprit, ton corps et ton énergie. Si tu négliges le simple parce que tu penses que cela n'a pas d'importance, le chaos arrive silencieusement, s'installe sans demander la permission, et ensuite tu te demandes pourquoi tu te sens épuisé, perdu ou bloqué. La réponse est souvent dans ce que tu as décidé d'ignorer parce que tu le considérais comme trop petit. Les stoïciens pratiquaient l'excellence même dans les actes les plus quotidiens. Ils n'avaient pas besoin de grands scénarios pour démontrer leur caractère. Leur véritable vertu résidait dans leur réaction face à l'ordinaire, comment ils répondaient à la douleur, à la routine, aux devoirs quotidiens. Parce qu'ils comprenaient que la vie ne se construit pas avec des événements exceptionnels, mais avec la façon dont tu choisis de vivre chaque moment. Si tu fais ton lit avec présence, si tu respires profondément avant de réagir, si tu cuisines comme si ton énergie dépendait de ce plat, tu entraînes ton âme. Non pas parce que l'acte est spécial, mais parce que tu le rends spécial. Faire d'une chose simple un miracle signifie transformer l'automatique en sacré. Cela signifie s'arrêter pour penser à ce que les autres font par inertie. C'est écrire avec clarté, écouter avec attention, remercier sans besoin de spectacle. C'est choisir la qualité avant la quantité dans tes paroles, dans tes relations, dans ton temps.
Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de faire mieux. Tu as besoin d'être plus présent, plus conscient, plus engagé dans ce que tu fais, même si cela semble insignifiant. Parce que si tu n'es pas capable de prendre soin du petit, tu n'es pas prêt à soutenir le grand. Et oui, il y a des jours où cela te semblera ennuyeux, répétitif, sans sens. Des jours où ton esprit voudra te convaincre que tu as besoin de quelque chose de plus excitant, de plus intense, de plus grandiose. Mais c'est là que se définit ton chemin. Parce que celui qui s'entraîne dans le simple construit une base indestructible. Le chaos externe pourra frapper fort, mais tu sauras que tu as une structure solide, parce que tu as investi du temps, de l'énergie et du respect dans ce que les autres sous-estiment. N'attends pas d'avoir une vie parfaite pour vivre en profondeur. Utilise ce que tu as. Fais ce que tu peux. Mais fais-le avec excellence. Cette tasse de café en silence peut être un moment de paix. Cet entraînement de 20 minutes peut être une affirmation de discipline. Ce merci dit avec sincérité peut guérir des liens brisés. Ne sous-estime pas le pouvoir du quotidien. Parce que le quotidien, quand il est honoré, devient un miracle. Fais d'une chose simple un miracle parce que tout commence là, parce que c'est là que tu es testé. Parce que là, dans ce que presque personne ne valorise, se cache la graine de tout ce que tu cherches. 7. Marche comme celui qui mérite tout. La façon dont tu marches dans le monde est comme un drapeau qui flotte au-dessus de ta tête. Peu importe si tu dis que tu as confiance en toi ou que tu travailles sur toi-même, ton corps, ta présence, ton énergie, tout révèle ce que tu crois vraiment mériter. Et beaucoup de gens marchent comme s'ils demandaient la permission d'exister, comme s'ils occupaient un espace qui ne leur appartient pas, rétréci, hésitant, portant des culpabilités qui ne sont même pas les leurs. Marcher comme celui qui mérite tout n'est pas une posture physique, c'est une affirmation brutale d'identité. C'est porter dans chaque pas la conviction que tu es digne des bonnes choses, non pas parce que quelqu'un t'a donné la permission, mais parce que tu as décidé de l'assumer. Imagine un instant un roi ou une reine marchant parmi son peuple. Ils n'ont pas besoin de crier pour imposer le respect. Ils n'ont pas besoin de se parer pour prouver leur valeur. La sécurité se ressent dans la façon dont ils foulent le sol, dans la façon dont ils maintiennent le regard, dans ce calme intérieur qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. C'est cette force silencieuse qui vient de quelqu'un qui ne cherche plus l'approbation parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. Et cette attitude ne s'achète pas, ne se transmet pas, ne s'improvise pas. Elle s'entraîne tous les jours, elle se construit en affrontant tes insécurités, en guérissant tes blessures, en lâchant les masques. C'est regarder en face les fois où tu as douté de toi, les fois où tu as accepté des miettes en pensant que c'était tout ce que tu pouvais avoir et décider que ça suffit. Que tu ne vas plus vivre comme celui qui doit justifier son existence. Que tu vas marcher comme celui qui comprend que mériter n'est pas de l'arrogance, c'est une responsabilité. Les stoïciens parlaient beaucoup de la valeur interne. Pas de la valeur qui dépend des applaudissements, de l'argent ou de la gloire, mais de la valeur qui se maintient en toutes circonstances. Pour eux, un être humain vertueux était précieux en soi, même si le monde ne le reconnaissait pas. Et cet enseignement est toujours vivant aujourd'hui. Marcher comme celui qui mérite tout, c'est reconnaître cette valeur en toi et agir en conséquence, même si les autres ne la voient pas, même s'ils te jugent, même s'ils essaient de te minimiser. Il ne s'agit pas de croire que tout te est dû. Il s'agit de vivre comme celui qui sait que tout ce qu'il veut construire commence par se respecter d'abord. Si tu ne te respectes pas, personne ne le fera pour toi. Si tu ne te traites pas avec dignité, le monde ne te la donnera pas. Et ce respect ne se démontre pas en criant, en exigeant, en luttant contre tout. Il se démontre dans la façon dont tu te comportes, dans la façon dont tu choisis tes batailles, dans la façon dont tu ne diminues pas ta valeur pour t'adapter à des endroits étroits. Marcher comme celui qui mérite tout, c'est entrer dans chaque lieu en sachant que tu as quelque chose à apporter.
C'est parler sans minimiser tes idées. C'est regarder en face, sans défier, mais sans baisser la tête non plus. C'est demander ce qui est juste, sans honte. C'est choisir des relations, des emplois, des projets et des chemins qui sont à la hauteur de la vie que tu veux construire. Non pas par arrogance, mais par la reconnaissance que si tu ne paries pas sur toi, personne d'autre ne le fera. Chaque pas que tu fais est une occasion de te rappeler qui tu es et qui tu es en train de construire. Peu importe d'où tu viens, peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe combien de fois tu as douté. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, chaque pas parle pour toi. Ferme, conscient, inarrêtable, comme celui qui mérite tout. 8. Prends soin de ton temple comme si ton âme y vivait. Imagine qu'on te donne les clés d'un temple sacré. Un temple qui a été construit à la main, pierre par pierre, pendant des générations. Chaque coin sculpté avec effort, chaque mur élevé avec un but. Maintenant, imagine qu'on te dise que ce temple ne peut pas être remplacé, que si tu le détruis, il n'y aura aucun moyen d'en construire un autre pareil. C'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ton espace intérieur. Et pourtant, la plupart le traitent comme s'il était jetable, comme s'ils pouvaient en abuser, le négliger, l'oublier, puis lui demander des miracles lorsque la vie devient difficile. Prends soin de ton temple comme si ton âme y vivait, car en fait, c'est le cas. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une métaphore romantique, c'est une réalité brutale. Tout ce que tu manges, chaque pensée que tu permets de rester, chaque habitude que tu construis ou détruis, affecte directement l'endroit où ta conscience réside. Si tu nourris ton corps avec des ordures, si tu laisses ton esprit se remplir de ressentiments, d'envie, d'auto-apitoiement, tu démolis les piliers de ce temple de l'intérieur, puis tu te demandes pourquoi tu manques d'énergie, de clarté, de force pour affronter la vie. La véritable transformation exige du respect pour toi-même, à un niveau qui n'est pas toujours confortable. Il ne s'agit pas de vivre obsédé, il s'agit de comprendre que ton véhicule physique, ton outil mental, tes émotions sont des ressources finies et que chaque jour, tu décides si tu les renforces ou les épuises. Tu ne peux pas demander à un corps faible de soutenir de grands rêves. Tu ne peux pas demander à un esprit contaminé de construire des réalités puissantes. Tout commence par l'intérieur et les soins quotidiens ne sont pas négociables. Les stoïciens insistaient sur l'importance de se gouverner soi-même avant d'essayer de gouverner quoi que ce soit d'autre. Et une partie de ce gouvernement interne est de prendre soin de ce que tu permets d'entrer dans ton système, ce que tu consommes dans tous les sens, ce qui nourrit ou empoisonne ta vitalité. Prendre soin de toi n'est pas un acte de vanité, c'est un acte de survie consciente. C'est te préparer à résister aux assauts inévitables de la vie avec la plus grande force possible. Personne ne le fera pour toi. Personne ne te forcera à choisir ce qui te nourrit plutôt que ce qui te détruit. Cette responsabilité est la tienne et la décision se prend tous les jours, pas une seule fois. Chaque repas, chaque repos, chaque livre que tu choisis de lire ou d'ignorer, chaque conversation que tu acceptes ou rejettes, chaque entraînement que tu fais ou remets à plus tard est une brique de plus dans la construction ou la destruction de ton temple. Alors, regarde-toi avec le même respect que tu aurais pour quelque chose de sacré. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es unique. Non pas parce que tu ne peux pas faire d'erreur, mais parce que chaque erreur que tu corriges te rend plus fort. Prends soin de ton temple comme si ton âme y vivait, car vivre n'est pas seulement respirer. Vivre, c'est honorer l'endroit qui t'a été donné pour exister, apprendre et transcender. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.